Salut, aujourd'hui on parle de financement de start-up. D'abord, qu'est-ce qu'une start-up? Comment est-ce qu'on peut trouver des fonds, de l'argent en tant qu'entreprise, en tant que jeune pousse? C'est le sujet de cette vidéo. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va donc voir comment les startups se financent. Donc gros débat, gros enjeu en fait, le financement des entreprises et particulièrement des startups. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tac. Alors déjà une startup, c'est quoi? C'est quoi une startup? Parce que c'est vrai qu'on aime bien parler de startup, d'entreprises innovantes, etc. Mais quelle est la définition d'une startup? Alors déjà c'est une entreprise qui démarre. On dit que c'est une jeune pousse, voilà. Donc c'est la traduction littérale du dictionnaire du Québec, je crois. Une jeune pousse, une start-up, c'est une jeune pousse. Donc start-up, littéralement, start, qui veut dire démarrer, et up, haut, on va dire. Donc une start-up, c'est un type d'entreprise, en fait. C'est une entreprise particulière. Concrètement, elle a un statut d'entreprise. C'est en général une SAS, une société par action simplifiée. Ça peut être d'autres types d'entreprises, mais voilà, les statuts, c'est généralement des SAS, ça peut être des SA, des SASU, bref, il y a plein de statuts, mais c'est une entreprise. Retenez que c'est d'abord une entreprise. Simplement, c'est dans la mentalité que c'est bien différent. Forcément, on va pas voir, ouais. Je suis désolé, on voit pas le début. C'est écrit signifiant, là, juste ici. Donc ici, c'est extrait de la BPI France. La start-up, c'est une entreprise qui démarre et il y a une notion d'expérimentation. Très important, cette notion d'expérimentation. Et ça va être la différence fondamentale entre une entreprise classique et une start-up. C'est vraiment ça la principale différence. On va avoir donc qui est-ce qui nous dit le conférencier Steve Blank, que je connais pas du tout. Que je connaissais pas du tout, qui a défini la startup comme une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable, rentable et permettant la croissance. Voilà, donc concrètement, trois choses, à la recherche d'un business model qui est industrialisable, à la recherche de la rentabilité aussi, et elle doit être en croissance, cette entreprise, sinon c'est pas une startup, voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Simplement, une entreprise lambda, en général, elle repose sur un business model qu'elle va essayer d'optimiser. Classique. Elle est dans un marché concurrentiel, en général un marché qu'on appelle Océan Rouge. Si vous avez eu l'occasion de lire le livre Océan Bleu, donc c'est un marché assez concurrentiel en général. Un business model qui existe déjà et elle va essayer simplement de l'optimiser, de chercher de nouveaux clients et de tirer profit pour supporter ses coûts et donc voilà, réaliser des bénéfices tout simplement. La startup, c'est pas le même mindset, c'est vraiment expérimenter un business model. Ok, j'ai un moyen novateur de gagner de l'argent, je vais essayer de le faire fonctionner. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, 95% des startups échouent. Voilà, à peu près. Faut regarder les stats exactes, à partir de combien de temps, mais tu regardes 2-3 ans après la startup, si elle est toujours là et qu'elle n'a pas décollé, il y a un petit problème quand même. Donc voilà, elle expérimente un business model, elle teste son marché et elle évolue de manière itérative. La startup, faut que ça aille très vite, faut que ça s'améliore rapidement. Le produit d'ailleurs, il est jamais publié, il est jamais mis à disposition des clients une fois qu'il est totalement fini. La startup, elle doit montrer son produit bien en amont et le faire améliorer en fonction des attentes des clients, etc. Donc c'est vraiment un mindset différent où tout va vite, où elle expérimente, elle recherche la rentabilité. Et donc voilà, c'est deux types de visions différentes, mais qui sont très intéressantes. Donc ça, c'est d'après la BPI France, évidemment. Tac. Donc 3 points, il le résume. La perspective de forte croissance. Si vous êtes une start-up et que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, que vous vendez rien et que vos ventes n'augmentent pas, il y a un problème. Concrètement, c'est ça. L'usage d'une technologie nouvelle, alors c'est pas nécessaire, mais globalement, il y a des technologies assez récentes qui sont utilisées. Il y a des innovations, notamment technologiques. On a beaucoup de startups dans le domaine de la technologie. Et enfin, c'est des besoins de financement assez importants. Voilà, une startup, en général, elle peut pas s'autofinancer. Du moins peut-être au début ça peut fonctionner, mais à un moment elle va devoir lever des fonds. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment une startup peut-elle lever des fonds ?
Alors je peux vous poser la question directement. D'après vous, comment est-ce qu'on lève des fonds? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent pour monter une boîte, tout simplement? Si vous, en tant que particulier, vous cherchez de l'argent, qu'est-ce que vous faites? La première chose à laquelle on pense, c'est d'aller voir sa banque. Pour aller lever de la dette, en fait. Demander un emprunt bancaire, tout simplement. Donc ça, pourquoi pas? Le problème, c'est que pour les startups, ça ne marche pas du tout. Vous avez des revenus. Si vous êtes salarié ou même à votre compte, vous avez des revenus, donc vous avez peut-être déjà un patrimoine, donc pour vous, lever de l'argent, emprunter de l'argent auprès de votre banque, c'est possible. Il y aura un taux d'intérêt, en ce moment ils sont assez élevés d'ailleurs, mais voilà, c'est possible de lever de l'argent au travers de la dette. Sauf que pour une start-up, on n'a aucune visibilité. Une start-up à l'origine, c'est une idée, c'est simplement une idée. Donc lever de la dette, il faut avoir soit un dossier en béton, être quelqu'un de célèbre, qui a déjà un back-office, un background assez important. Mais même ça, honnêtement, lever de la dette, c'est pas l'idéal. Parce que si votre projet échoue, qui va payer la dette? Voilà. Le problème, c'est ça. C'est que la banque, elle veut que le taux de défaut sur la dette soit le plus faible possible. Elle veut que ses clients remboursent leur dette. Donc il faut une part de sécurité. Et la start-up, c'est l'incertitude. Voilà. Donc la dette bancaire, c'est pas possible. Vous êtes une entreprise par contre qui existe déjà, qui a déjà des clients, qui fait déjà du chiffre d'affaires, qui veut mettre en place un nouveau projet, et vous existez depuis longtemps, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir votre banque. Là, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez des preuves démontrant votre certaine solidité. Voilà. La start-up, il n'y a rien, tout simplement. Donc, on ne peut pas lever des fonds auprès d'une banque. Pour une start-up, c'est très compliqué, voire totalement impossible. La solution, c'est donc de lever des fonds en passant par de l'actionnariat. Donc vous allez ouvrir le capital de votre startup, vous allez vendre des parts, vendre des actions de l'entreprise. Concrètement, vous créez l'entreprise, vous avez 100% des parts, c'est vous qui êtes le détenteur à 100% de la boîte. Et si, admettons, il y a 100 parts, vous allez peut-être en vendre 10, 15, 20 à un nouvel investisseur qui va vous donner de l'argent en échange de ces parts. Vous allez faire rentrer un nouvel investisseur. Alors pourquoi vous auriez besoin de lever des fonds? Déjà, si vous avez une start-up qui a du mal à démarrer, elle va avoir un moment besoin de financement pour tenir, pour rester en vie. Donc même si ça marche pas, vous aurez besoin d'argent. Et si ça marche, évidemment, si la start-up est grossie, si elle a besoin de fonds, elle va devoir embaucher, elle va devoir commercialiser, et dans ce cas-là, il va falloir lever des fonds en ouvrant son capital notamment. Voilà, tout simplement. Tac, on peut continuer. Alors les stades de levée de fonds, on le voyait tout à l'heure sur Dealroom et sur la French Tech. Une levée de fonds, elle peut être catégorisée dans une certaine catégorie, tout simplement. Donc on a le pré-seed, le seed, la série A, la série B, la série C, qui correspondent à des stades de développement de l'entreprise. Donc le pré-seed et le seed, ce qu'on appelle la seed money, c'est l'amorçage, c'est le début de l'entreprise. Il y a en général pas encore de produit totalement fini. Vous avez l'idée, ça c'est nécessaire. Il faut avoir fait un pitch deck, donc c'est-à-dire organiser un pitch, il aura fallu faire un business model, quand même présenter quelque chose à des investisseurs pour lever des fonds. Mais à cette étape-là, plutôt, c'est principalement du marketing. Il faut essayer de convaincre des investisseurs de vous rejoindre pour qu'ils vous donnent de l'argent pour que vous puissiez développer votre produit. Évidemment, si vous avez déjà ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Viable Product, ça va être beaucoup plus simple de convaincre. Mais voilà, vous pouvez avoir d'autres outils aussi. J'ai noté là le POC, donc le Proof of Concept. Donc c'est une preuve de concept que votre idée pourrait marcher. Et donc c'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à lever des fonds. Donc là, l'étape d'amorçage, ce qu'on appelle le seed. Donc concrètement, c'est planter sa graine. C'est ça l'étape du seed. Et après, vous avez des séries. Série A, vous levez une fois de l'argent. Série B, série C, etc. Ça peut aller jusqu'à la fin de l'alphabet. Je sais pas quelle est la série la plus lointaine qu'on ait atteinte. Mais il y a sans doute des séries D, E, F, etc. Ça existe. Donc simplement, l'entreprise, quand elle a besoin de grossir encore plus, passer à l'international, ouvrir un nouveau marché, elle va généralement faire une nouvelle levée de fonds pour attirer plutôt des nouveaux investisseurs. Tac. Ok, on continue.
Et donc là, on va voir les différentes phases de financement concrètement. Donc un petit graphique pour bien comprendre. Donc là, on est sur une échelle avec le temps, en abscisse, et en ordonnée, on a une unité arbitraire qui montre, on va dire, la croissance de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc en bas, c'est les différentes étapes qui pourraient correspondre au seed, au pré-seed, seed, série A, série B, série C, etc. Mais voilà, première étape, c'est principalement de la recherche de l'idée, etc. Ensuite, on crée la boîte, vraiment, on s'associe, on commence à bosser sur le projet, on a un produit, on a un product market fit aussi, le produit trouve son marché. Ce qui nous amène à nos premiers succès, ensuite le décollage et ensuite la maturité. Il faut que l'entreprise se développe peut-être dans d'autres marchés. Donc ça, c'est les différentes phases de croissance de l'entreprise. Et pour accompagner cette croissance, on va avoir différents moments pour lever des fonds. Alors la première partie, ça va être donc à l'étape de R&D. Vous êtes soit seul, soit 2, 3. Vous avez une idée, vous vous dites que c'est quand même une bonne idée, que vous avez envie de la lancer en fait. Pour la lancer, si vous avez besoin de l'argent, vous allez avoir 3 moyens principalement d'en avoir de l'argent. La love money. Donc la love money, ça désigne l'argent que vous pouvez avoir de votre famille, de vos amis. Donc vous allez pouvoir lever des fonds auprès de vos proches, leur dire voilà, j'aimerais bien que tu investisses chez moi, ça me permettrait de lancer l'entreprise. Si ça marche, c'est génial parce que votre famille a pu investir dès le début. Si ça marche pas, par contre, elle aura perdu de l'argent. Donc ça peut être très problématique, la love money aussi, mais c'est un bon moyen d'avoir des fonds. Vous pouvez évidemment mettre vos fonds propres, je ne l'ai pas noté ici, mais si vous avez déjà un patrimoine, vous pouvez y mettre une partie si vous croyez vraiment dans le projet. Concours, donc vous pouvez participer à des concours, il y a beaucoup de concours d'entreprise, on pourra essayer de regarder tout à l'heure les liens, mais il y a un site qui référence différents concours pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est un moyen de récolter des fonds. C'est des fonds assez faibles quand même. Ça peut commencer à 2, 3, 4 000 euros. Ça peut aller jusqu'à peut-être 20, 30 grand maxi, 20, 30 000 grand maxi. L'avantage, c'est que ça donne un peu de la visibilité et de la crédibilité à l'idée. Et enfin, vous avez un dispositif de prêt d'honneur. Il y a certaines associations qui font ça. En général, c'est assez localisé. Mais voilà, vous pouvez demander un prêt à une association en général, je vous l'ai dit, et elle va vous prêter de l'argent. Si l'entreprise marche, vous remboursez le prêt. Si l'entreprise ne marche pas, vous ne remboursez pas le prêt. Ça marche comme ça, c'est un prêt d'honneur. C'est assez intéressant. Moi, personnellement, je ne me verrais pas trop faire de prêt d'honneur parce que je me sentirais mal emprunter de l'argent et me dire ça n'a pas marché, au revoir, vous voyez. Mais voilà, c'est un dispositif qui existe et globalement les fonds que vous allez lever à cette étape-là vont de 50 à 300 000 euros. Ça dépend des startups. Alors c'est à titre indicatif ce que je mets ici en gris parce que si vous lancez une startup, typiquement le train là dont on a vu tout à l'heure, vous avez, avec 50 000 euros vous faites rien. Déjà avec 8 millions pour le train, ça va être compliqué de tenir et même d'acheter un train. Donc vous imaginez avec 50 000 balles, ils vont pas loin. Donc voilà, première étape, R&D, à titre indicatif, c'est des montants qui vont sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. La deuxième phase de financement, vous avez créé votre boîte, ça y est. Vous avez peut-être déjà un produit qui commence à fonctionner à peu près. Pas nécessairement de clients. Là, c'est pas du tout obligatoire. Si vous avez des clients, évidemment, ça va booster la valorisation de votre entreprise. Donc plus votre valorisation est importante, mieux c'est. Alors c'est à nuancer parce que si à la prochaine levée de fonds, vous êtes obligé de dévaluer votre entreprise, là c'est problématique. Mais généralement, si vous êtes sur une dévalorisation, plus vous êtes sur une valorisation intéressante, mieux c'est pour vous parce que vous allez avoir plus d'argent pour moins de parts du capital, donc vous allez rester actionnaire majoritaire, et ça c'est intéressant. Alors, à l'étape de création, vous avez différents types d'investisseurs ou de financement possibles. Donc on appelle ça le fonds d'amorçage déjà. Les fonds d'amorçage plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis... Ouais non c'est bon. Donc les fonds d'amorçage, ça va être des fonds spécialisés dans la création d'entreprise tout simplement. Ils vont investir au début. Donc là c'est des fonds gérés par des personnes physiques qui vont investir dans des entreprises, vont mettre des tickets plus ou moins élevés. Ticket c'est un investissement. Ensuite, vous avez du crowdfunding. Donc là, crowdfunding, on va en reparler tout à l'heure aussi, mais c'est simplement vous levez de l'argent auprès de la foule, crowd, auprès de la foule, donc auprès du grand public en fait.
Et enfin, vous avez les business angels. Donc eux, c'est des personnes qui ont généralement déjà du succès, qui ont déjà créé des boîtes, qui sont peut-être plus âgés, qui ont envie de passer de l'autre côté en fait. Ils ont déjà créé des boîtes, ils ont déjà de l'argent, ils ont un capital. Ils se disent, bah voilà, j'ai envie maintenant d'aider des nouvelles personnes à lancer leur entreprise, à lancer leur start-up, et je vais pouvoir les accompagner. Donc c'est pas simplement une boîte qui va mettre de l'argent et puis qui va dire faites ce que vous voulez avec. Non, le business angel, en général, il y a vraiment un accompagnement assez intéressant, il y a le réseau qui va avec, donc voilà. Business angel, c'est très intéressant. Et vous voyez, les tickets là sont déjà plus élevés, de 100 à 500 000 euros à peu près, à titre informatif, évidemment. Allez, on continue. Cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie de boire, c'est important de boire. Les premiers succès, voilà, votre boîte, elle a trouvé son produit, elle a son product market fit, donc le produit a trouvé son marché. Vous avez vos premiers succès, vos premiers clients, vos premiers gros clients, vous grossissez à la vitesse, ou pas d'ailleurs, à laquelle vous avez prévu de grossir. Et bien à ce moment-là, c'est le moment de faire rentrer du capital risque, donc les VC qu'on appelle. VC, c'est l'acronyme de Venture Capital. Donc là, déjà une notion intéressante, c'est que en français, on appelle ça le capital risque. Donc il y a vraiment la notion de risque. C'est dangereux d'investir dans une boîte. En anglais, c'est le venture capital. Donc c'est l'aventure finalement. Voilà. Donc c'est vraiment deux visions pareilles différentes entre la France et les États-Unis. Qu'on peut retrouver dans l'orthographe, dans la grammaire et dans la langue. Donc ça c'est intéressant déjà. Mais voilà, capital risk et private equity, donc ça va s'étendre après plus ou moins sur les autres parties aussi du graphique. Mais voilà, simplement l'entreprise, elle a ses premiers succès. Donc là, le niveau de risque est déjà beaucoup plus faible qu'au début, puisqu'on est sur une entreprise qui a trouvé des clients. Maintenant, il faut encore se développer, il y a encore beaucoup d'enjeux, donc il y a encore de l'argent à lever. C'est en général à ce moment-là qu'il va y avoir beaucoup d'embauches. Et donc on va avoir des fonds spécialisés en capital risque, spécialisés en private equity, etc. Chaque fonds a sa spécialité, chaque fonds a un horizon d'investissement différent. On a des fonds qui peuvent vouloir rester 2-3 ans au capital, d'autres qui veulent rester pendant plusieurs dizaines d'années, donc à très long terme. Et pareil, on a des fonds qui veulent prendre une part minoritaire, quelques pourcentages, d'autres fonds qui veulent être majoritaires ou avoir une grosse partie du capital, 40, 50%, etc. Donc voilà, une diversité au niveau des fonds de venture capital et de private equity. Je ne l'ai pas dit, mais au niveau voilà, des fonds qui sont levés, les tickets, donc ce que met l'investisseur, c'est entre 500 000 et 10 millions d'euros. Donc voilà, là on commence à atteindre des sommes assez intéressantes. Hein. Quand il y a 7 chiffres, ça devient sympathique. 7-8 chiffres, c'est pas mal. Votre entreprise est développée, elle a déjà décollé, c'est le capital développement maintenant. Vous continuez à vous développer, des tickets supérieurs à 5 millions d'euros. Il y a encore des fonds spécialisés dans le capital développement, et là vous êtes sur des séries A, B, C, etc. Et enfin la dernière étape, c'est 3 options en fait. Vous avez fait vos séries A, vos séries B, vos séries C, vous continuez, vous grossissez. En tant que fondateur, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un exit. Tout simplement, vous allez vendre les actions de votre entreprise et vous allez vous en aller, ou alors rester peut-être au conseil d'administration. Mais c'est simplement, voilà, vous avez bossé comme un malade pendant plusieurs années. Vous avez fait grossir votre bébé finalement. Il a grandi, maintenant vous voulez passer à autre chose. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un exit. La deuxième partie, c'est de moins en moins réputé, on va dire. À l'époque, c'était beaucoup la norme. Mais vous pouvez faire ce qu'on appelle une IPO. Donc IPO, c'est l'acronyme de Initial Public Offering. Et c'est simplement que l'entreprise va devenir cotée en bourse. Voilà. Donc elle va rejoindre les marchés actions, les marchés boursiers, soit en France, au travers d'Euronext, soit aux États-Unis, sur le Nasdaq en général. Si on est sur des startups françaises, la plupart vont vouloir aller en France, même si aux États-Unis, les fonds levés sont beaucoup plus importants. Donc selon si vous êtes une entreprise qui a besoin d'énormément de fonds, qui est dans la tech ou dans un secteur hyper explosif, ça peut être intéressant d'aller au Nasdaq, lever plus d'argent et conquérir à ce moment-là un nouveau marché qui est les États-Unis.
Mais voilà, on peut faire très bien une IPO en France, il y a des exemples qui existent. Récemment, on a Deezer d'ailleurs qui a fait une entrée en bourse, hein, tout simplement, une introduction en bourse en français. Assez tardive d'ailleurs, elle avait essayé de le faire une fois auparavant, elle n'avait pas réussi, il n'y avait pas assez d'argent qui avait été levé. Donc elle a réessayé là et récemment, en 2022, je crois, elle a réussi à rentrer en bourse. Enfin, la dernière partie, la dernière possibilité, c'est tout simplement de rester au capital, rester dans la partie opérationnelle de l'entreprise en vous développant au travers de private equity, au travers de dettes. Maintenant, vous pouvez lever de la dette, hein, évidemment, puisque vous avez une entreprise, vous avez un background, donc maintenant, c'est possible de lever de l'argent. Tac. Alors, petit focus sur les business angels en France. Là, hein, spécifiquement en France, on ne parle pas du tout de l'international. Vous avez donc Khaled Elioui, pardon, j'ai du mal à prononcer son nom. Khaled Elioui. C'est celui qui a le plus gros portefeuille en tant que business angel, donc de quasiment 6 milliards d'euros. 16 milliards. Oh, j'ai du mal ce soir. Vous avez Xavier Niel, lui qui est beaucoup plus connu, qui a fait voilà, des deals pour 13 milliards, la valorisation actuelle de son portefeuille. Et vous avez d'autres grands noms hein, dans la liste, qui est tiré pareil du site Dealroom. Des business models, des business angels, pardon, cette fois-ci plus médiatisés, hein, on en a, au travers d'une émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle Qui veut être mon associé. Très bonne émission sur Sisplay ou M6 hein, aussi. Et donc qui met en scène voilà, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Delphine André, Isabelle Chevalier, qui sont des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans le passé, qui lèvent des fonds, qui vont donner de l'argent, prêter de l'argent auprès d'investisseurs. Donc là, voilà, on a vraiment des personnes impactantes qui ont vraiment façonné l'écosystème. Anthony Bourbon que vous voyez là, il a créé Feed, donc marque dans l'agroalimentaire, start-up dans l'agroalimentaire. Il est aussi dans le Blast Club avec Éric Larchevêque. Hein. Éric Larchevêque qui a fondé Ledger, qui a cofondé Ledger plutôt, qui a cofondé la maison du Bitcoin qui est devenue CoinHouse. Voilà, donc des très beaux noms qui sont dans cette émission et qui peuvent financer des entreprises. Principalement des startups, hein, vu qu'on parle de ça. Alors, concernant le crowdfunding, on en a parlé un petit peu. Vous avez différentes plateformes, hein, tout simplement, pour lever des fonds auprès de la communauté. Notamment Kickstarter, Wizd, Ulule ou encore Lita.co. Il y en a plein d'autres. Hein. Des startups de crowdfunding, la plus connue étant Kickstarter. Ouf. Pardon. Voilà, c'est assez fatigant. Hop là, on peut continuer avec quelques fonds d'investissement cette fois-ci. Donc là, BPI France. BPI France, vous allez souvent le voir au capital des entreprises. C'est un fonds français tout simplement qui gère l'argent de l'État. Donc c'est l'État français qui va investir dans des entreprises au travers de son fonds BPI France. Donc c'est un acteur public, qu'on soit bien d'accord. Je crois que c'est un des seuls acteurs publics en France, hein, tout simplement. Les autres sont des acteurs privés. On a Kima Ventures. Kima Ventures qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel et qui va financer énormément de startups. Je vais essayer de vous montrer, hop là, rapidement. Tac. Kima Ventures. Voilà, petite pause dans le slide pour qu'on comprenne bien ce qu'est Kima Ventures. Il finance énormément de startups. Voilà, 2 startups par semaine en ce moment. Et ils mettent des tickets aux alentours de 150 000 euros, je crois. Voilà, 150K dans 100 nouvelles entreprises par an, ils mettent. Alors 100 nouvelles entreprises par an, oui c'est ça, ça fait 2 par semaine. Donc c'est vraiment intéressant. Ils financent beaucoup de boîtes. Et évidemment, leur portefeuille, il n'y a que des belles entreprises. Hein. Kima Ventures. Il y a beaucoup d'échecs aussi, évidemment. Mais il y a beaucoup de succès aussi. Vous avez Partech, fonds d'investissement notamment américain, je crois. Et Euraseo en Europe, qui est une boîte cotée en bourse. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais Euraseo...
est cotée en bourse. Excellent. C'est une boîte qui vaut 5 milliards d'euros à peu près. Ok, donc voilà, quelques fonds d'investissement, c'est pas les plus gros, mais c'est des acteurs un peu incontournables en France. Donc voilà, retenez bien ces noms-là, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais c'est à titre indicatif. Les amis, je crois qu'on a fini cette petite présentation sur les fonds d'investissement et sur le financement particulier des startups. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ce contenu s'il vous a plu, et on se retrouve très bientôt. Merci.